السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. إذا نواصل قراءة هذا الكتاب في ديكول نتاع فرانسوا دوبي sociologie فرنسي. Deuxième partie, les mutations de l'école. Chapitre 3, les paradoxes de l'intégration scolaire. Pour réfléchir utilement sur les liens entre les inégalités sociales et les inégalités scolaires, il est indispensable de distinguer clairement des deux ordres de phénomènes et de faire comme s'ils étaient formellement indépendants. C'est la seule manière d'échapper au truisme affirmant que les élèves issus des groupes défavorisés ont moins de chances de réussir leurs études que les autres, et de se demander ce que fait l'école. Évidemment, ce qui importe, c'est la façon dont s'articulent ces deux registres d'inégalité. École, société et inégalité. Chaque structure sociale est inégalitaire, mais elle peut être plus ou moins démocratique. Certaines structures n'autorisent pas et n'inspirent pas une certaine mobilité sociale. Ce sont grossièrement des systèmes de caste. D'autres structures sont plus démocratiques au sens de Tocqueville, bien qu'inégalitaires. Elles affirment une égalité de principe et engendrent une certaine mobilité sociale. On qualifiera les premières de structures fermées et les secondes de structures ouvertes, tout en reconnaissant le caractère extrêmement sommaire de cette distinction. L'ouverture et la fermeture sont le produit d'une histoire, d'un type de développement économique, d'un mode de construction politique, de rapports de force sociaux, de choix technologiques et de politique sociale. Les politiques scolaires ne sont qu'un des éléments parmi d'autres de la nature et du fonctionnement de ces structures. Un système scolaire est plus ou moins ouvert ou fermé selon la longueur des études et la sélectivité. Certains systèmes choisissent une sélection précoce, d'autres une sélection longue. Certains diversifient l'offre scolaire, d'autres essaient de la rendre homogène. Pour ce qui est de l'école, la distinction est relativement facile à établir entre les systèmes qui accueillent tous les élèves de manière identique et les sélectionnent au cours de leurs études et ceux qui les répartissent d'emblée dans des écoles différentes, quitte à autoriser une certaine mobilité entre les systèmes. Là aussi, on distinguera les systèmes fermés et les systèmes ouverts de manière à cadrer les principes centraux du fonctionnement du système scolaire. L'intérêt de ce découpage de principes est qu'il permet de séparer intellectuellement les responsabilités, celles qui viennent de la société et celles qui procèdent de l'école elle-même. Il est d'ailleurs possible de lui donner un contenu méthodologique en mesurant la valeur ajoutée de l'école aux inégalités qu'elle reçoit. Cette distinction est aussi utile dans la mesure où elle permet de fixer le raisonnement sur un certain nombre de types idéaux, de type strictement formel, à partir desquels il est possible d'examiner des mécanismes concrets et des situations réelles. Situés à l'articulation du système scolaire et du système social, ces mécanismes de hiérarchisation doivent être replacés dans un cadre général, non seulement pour évaluer le rôle propre de l'école, mais aussi pour comprendre plus nettement l'expérience sociale des acteurs, élèves et enseignants dans ce mécanisme. Le croisement de ces deux dimensions aboutit au modèle suivant. Alors, l'école fermée, structure sociale fermée, école de caste, structure sociale ouverte, élitisme démocratique. École ouverte, intégration inégale pour la structure sociale fermée et la structure sociale ouverte, l'égalité des chances. L'école de caste est caractérisée par le fait que chaque catégorie sociale se voit offrir une école spécifique. Les classes dominantes ont leurs écoles, les classes moyennes et populaires aussi,
et généralement les groupes les plus dominés sont exclus de l'école ou sont destinés à une scolarisation sommaire. Dans ce cas, il y a une congruence entre structure sociale et structure scolaire, une forme de reproduction adéquate dans laquelle les inégalités sociales sont immédiatement transformées en inégalités et en exclusion scolaire, tandis que les groupes dominants se protègent de toute concurrence scolaire venue d'en bas. Cette situation a été celle de la plupart des pays européens jusqu'au milieu du 19e siècle, jusqu'à, euh, jusqu'au milieu du 19e siècle, jusqu'à l'établissement progressif de l'école obligatoire. Les inégalités scolaires ne sont pas un scandale dans une société où la naissance commande la totalité du destin. L'école de l'intégration inégale a été celle de la rencontre d'une offre scolaire élargie et d'une structure encore très inégalitaire et très rigide. Ce type d'articulation du système scolaire et du système social a été construit au moment où ont été constitués des États nationaux industriels modernes et parfois démocratiques. Le projet vise à créer une conscience nationale commune sans pour autant affecter l'ordre social, souvent en installant des idées nouvelles contre un ancien régime. En Europe et en Amérique au début du siècle, comme aujourd'hui dans de nombreux pays en développement, l'État instaure une école obligatoire pour le peuple à côté d'institutions scolaires réservées à l'élite. On peut donc parler d'ouverture scolaire par rapport au modèle précédent sans que celle-ci agisse directement sur la structure sociale. Ce moment des politiques scolaires est porté par une grande confiance dans l'éducation, par un désir d'éducation morale et de modernisation plus que d'égalité sociale. Cette école est celle des enseignants militants de la nation et de la modernité, mais elle ne cherche pas fondamentalement à ouvrir la structure sociale tant il va de soi que l'enseignement élémentaire pour tous et l'enseignement de l'élite restent éloignés l'un de l'autre. Ce sont surtout les taux d'alphabétisation des catégories populaires qui sont mis en avant. Dès que l'on passe à une structure sociale plus ouverte, c'est-à-dire une structure inégalitaire dans laquelle on souhaite introduire une certaine mobilité, un élargissement et un renouvellement des élites, plusieurs modèles sont possibles. L'un d'eux est celui de l'élitisme démocratique, que les Français ont nommé l'élitisme républicain. Il consiste à ouvrir un système scolaire relativement fermé, dans la mesure où on trouve la porte aux meilleurs des élèves du peuple afin qu'ils puissent rejoindre l'élite. Il s'agit de dégager précocement une élite de l'école de masse par le biais de concours et par un système de bourse qui distingue assez tôt les meilleurs élèves pour leur permettre d'accéder aux meilleurs établissements. C'est généralement à l'adolescence que s'opère la sélection. L'école républicaine française jusqu'aux années 1960 et les systèmes soviétiques, coréens et japonais ont été organisés selon ce principe. La scolarité élémentaire donne à tous la même culture et les meilleurs des élèves iront à l'université et dans les grandes écoles rejoindre les enfants de la bourgeoisie et de l'intelligentsia. Les inégalités d'accès à l'élite sont expliquées en termes de handicap socioculturel et l'exclusion sociale n'est qu'une concentration extrême de ces difficultés et de ces handicaps. Dans tous les cas, on considère que les inégalités scolaires sont une conséquence directe des inégalités sociales. C'est parce que la société est inégalitaire que l'école l'est également. Si le système de l'élitisme démocratique ne joue pas pleinement, c'est parce que les inégalités sociales pervertissent la compétition scolaire.
Dans cette représentation, l'école n'est pas tenue pour responsable des inégalités scolaires, tant la dualité des systèmes scolaires est perçue comme la conséquence des inégalités sociales. Le dernier modèle est celui de l'égalité des chances, associant une structure sociale ouverte et un système scolaire lui aussi ouvert, parce que développant des politiques volontaires de mobilité dans une école commune, promouvant de longues scolarités et des sélections tardives, tous les élèves entrent dans la même compétition scolaire et la sélection se fait progressivement au cours des études. Il s'agit de dégager une élite sur une base élargie et le principe de l'égalité des chances appelle un enseignement secondaire et un enseignement supérieur de masse, le système scolaire visant à réduire au maximum les effets des inégalités sociales dans les parcours scolaires. Dans ce cadre, l'attention des chercheurs se déplace sur les mécanismes de la sélection scolaire eux-mêmes. Ce modèle introduit un véritable changement de paradigme car le paradoxe de l'école de l'égalité des chances est que ses ambitions et son ouverture font d'elle l'agent des inégalités, sinon leur cause. C'est sur ce paradoxe, plus précisément sur le passage de l'élitisme démocratique à l'égalité des chances, que nous voudrions insister car il concerne l'école française actuelle. Entre l'intégration limitée et l'élitisme démocratique, le modèle républicain. L'école de la nation. La force de l'école fondée par la Troisième République tenait largement à son rôle dans la construction d'une identité nationale, moderne et démocratique, les trois adjectifs ayant le même poids. Au-delà des clichés, l'école primaire était conçue pour le creuset commun dans lequel devait se forger une identité nationale républicaine. Les acquisitions élémentaires étaient considérées comme la clé de l'intégration d'une nation par l'apprentissage d'une langue commune et d'un récit de l'épopée de la construction de la France à travers l'enseignement de l'histoire et de la géographie. La morale aussi était clairement conçue comme la diffusion de principes communs à tous, indépendamment de la diversité des origines, des croyances religieuses et des conditions sociales. L'unité de ce système, de ses curricula, de sa pédagogie et de ses exercices pouvait apparaître comme sa vertu essentielle, dans la mesure où elle était le reflet de l'unité de la France elle-même. Réservée à une élite bourgeoise et aux élèves particulièrement doués, le lycée s'attachait à diffuser une grande culture, celle des grandes œuvres tenues pour classiques et de la raison. Ainsi, le système scolaire pouvait se concevoir comme national et universel, comme fondant une citoyenneté nationale et universelle. Dans ce domaine, la France est un cas assez exceptionnel et cette histoire explique sans doute l'attachement des Français à l'école républicaine, moins pour des raisons d'égalité sociale que pour des raisons d'unité nationale. L'élitisme républicain. L'école républicaine est longtemps restée malthusienne dans la mesure où les diplômes distribués étaient relativement peu nombreux. Le certificat d'études primaires était loin d'être acquis par tous les Français. Quant au baccalauréat, il restait de privilège d'une minorité. De manière générale, le nombre des diplômes n'excédait pas celui des positions offertes dans une société où l'écrasante majorité des individus ouvriers, paysans et femmes occupaient des positions sociales indépendamment de leur qualification scolaire. Ainsi, dans le modèle de l'élitisme républicain, l'école n'avait qu'une emprise limitée sur la distribution des positions sociales, en tout cas bien plus limitée que celle que nous connaissons aujourd'hui. Si cette école pouvait faire monter certains individus, elle ne pesait guère sur le destin de la plupart des Français, à l'exception du monde des employés, des fonctionnaires et des professionnels. Depuis cette période, le rôle de l'école dans la distribution des qualifications et des modalités d'accès aux emplois s'est considérablement accru
il reste que ce système fortement ségrégatif a été perçu pour une forme de justice, et cela pour des raisons qui ne tiennent pas toutes à l'influence de l'idéologie laïque et républicaine. Le recrutement des élèves, dans chacune des grandes filières étant surtout fixé par leur naissance, il est bien évident que c'était la société, bien plus que l'école, qui était envisagée comme la cause fondamentale des inégalités. Les enfants d'ouvriers interrompaient leurs études à 14 ans, moins parce qu'ils étaient médiocres qu'en raison du poids des inégalités sociales et de l'intériorisation précoce de leur destin. De même, quand les enfants de la bourgeoisie devenaient bacheliers, ils le devenaient, ils le devaient moins à leur talent qu'à leur naissance. Si l'école pouvait apparaître comme juste, c'est aussi parce qu'elle n'affectait les trajectoires sociales que de manière positive. Elle permettait aux meilleurs des enfants du peuple de s'élever, mais du, des- euh, elle n'était pas responsable du destin de la plupart d'entre eux et ne faisait tomber personne. Les travaux d'Antoine Prost nous ont démontré que la grande vague de massification des années 1960 a pu associer la multiplication des diplômes à celle des postes qualifiés. Croissant alors de façon parallèle, la massification fut aussi une démocratisation relative. Mais dans la période même où il était possible de croire aux bienfaits d'une offre scolaire homogène, les sociologues, par des voies différentes, ont montré les limites de cette croyance. Bourdieu et Passeron ont mis en évidence les connivences culturelles de l'école républicaine et des classes supérieures. Boudon a insisté sur le rôle du coût des études dans les investissements scolaires et sur les glissements d'échelle entre la hiérarchie des diplômes et celle des qualifications sociales. Cependant, dans les deux analyses, la responsabilité des inégalités est toujours attribuée à la société. C'est parce que les ressources des individus sont inégalement distribuées que l'école reproduit ces inégalités. L'école n'a pas de rôle propre à strictement parler et le mot génité ou la diversité de l'offre scolaire ne peuvent pas être au centre de la question de la justice. Avant d'aller plus loin, rappelons combien ces analyses restent solides aujourd'hui. La source majeure des inégalités n'est pas dans l'école, mais dans la société. Universalisme et exclusion. Le modèle républicain n'accordait guère de place à l'enfance et à l'adolescence proprement dite. L'enfant était avant tout considéré comme un élève. La longue séparation des sexes dans l'école française est un des signes de cette conception de l'éducation reposant sur une distance de l'école et de la société. Les disciplines scolaires n'accordaient que peu de place à une vie enfantine et juvénile, confinée alors à quelques activités périscolaires. La forme scolaire restait centrée sur les seuls apprentissages scolaires. La conquête d'une autonomie subjective et d'une citoyenneté ne passait pas par le détour d'une psychologie de l'enfance et de la jeunesse, mais par l'identification du savoir à la raison diffusée par l'école libératrice. En accédant à la grande culture et aux raisonnements les plus abstraits, l'élève devenait un individu autonome, capable de former son propre jugement malgré les particularismes culturels et sociaux. S'il importe de souligner la force de ce modèle, il faut aussi en rappeler les conditions particulières et le prix. Il se développe dans une nation moderne en train de se construire contre une école religieuse aux principes tout aussi affirmés et dans une société où les diplômes ne sont pas utiles pour accéder à la majorité des emplois. Son modèle repose également sur une emprise écrasante des mécanismes de ségrégation sociale dans l'accès aux études longues. L'école du peuple, l'école des classes moyennes et celle de la bourgeoisie se développent de manière séparée
en ne laissant qu'un mince filet de boursiers circuler de l'une à l'autre. Pour le dire autrement, ce n'est pas directement l'école qui a la charge des grands mécanismes de distribution sociale. Dans ce modèle, les inégalités sociales sont un problème social avant d'être un problème scolaire, car alors que l'école entérine des inégalités sociales, elle ne s'en perçoit pas comme responsable. Elle traite les inégalités comme un problème extérieur à elle-même. Elle se voit comme progressiste et juste dans un monde capitaliste injuste. Et la seule solution envisagée est l'élargissement de l'offre scolaire qui fera progressivement basculer vers le modèle de l'égalité des chances. L'école de l'égalité des chances. Le déclin de la fonction d'intégration culturelle. L'école élémentaire reste celle de la nation. Au cours des années, elle a intégré plus fortement le souci de l'enfance, sans pour autant perdre le fil de son histoire, mais durant la même période, la fonction d'intégration culturelle nationale s'est fortement affaiblie, car l'école n'a plus à combattre pour imposer un modèle national et politique qui semble aller de soi. La fonction d'intégration culturelle paraît aussi moins ferme, dans la mesure où l'école ne possède plus avec l'Église le monopole de la transmission culturelle. Elle est concurrencée par les médias et par l'installation d'une culture juvénile entre le mode privé de la famille et celui de l'école. Se sont formés des espaces de socialisation dominés par les médias et les industries culturelles. Bien souvent, de ce point de vue, les enseignants se sentent en position de faiblesse. Les cultures particulières ou minoritaires acquièrent aussi une légitimité nouvelle et le modèle national ne peut plus s'imposer avec la même, avec la même bonne foi conquérante. Bien sûr, l'école reste un creuset, mais il a changé de nature en raison de ces nouvelles stimulations culturelles auxquelles sont soumis les élèves. Le problème d'ouverture de l'école sur la vie, qui ne se posait guère, devient essentiel. Que l'on entend par vie l'économie, le temps de la jeunesse ou encore la diversité des cultures. Sans céder aux voluptés de la décadence, il faut bien observer que l'ancienne fonction d'intégration nationale et politique ne suffit plus à fonder la légitimité de l'école. Le règne de l'utilité scolaire. Alors que l'école républicaine était commandée par la fonction d'intégration culturelle, l'école est aujourd'hui dominée par sa fonction de distribution. Ce changement fondamental est lié à la massification et à la multiplication des diplômes. La sortie du malthusianisme scolaire a placé le problème de l'utilité des diplômes et de leur inflation sur le de la, devant de la scène. Les diplômes sont devenus à la fois plus nécessaires qu'autrefois, car ils fixent le niveau d'accès de la plupart des emplois, et moins nécessaires aussi, certains d'entre eux ne donnant aucune assurance d'emploi. Mais dans ce cas, également, c'est l'utilité sociale du diplôme qui prime. L'école étant devenue l'appareil chargé de distribuer des ressources et des handicaps, de distribuer les chances. Ainsi, en même temps que l'école joue un rôle croissant dans l'intégration sociale des individus, elle intervient dans leur chute et leur exclusion, puisque l'échec scolaire peut être synonyme d'échec social. Le rapport gratuit à la grande culture décline dans la mesure où chacun sait qu'il joue son avenir social dans chacune de ses performances scolaires. C'est sur le marché scolaire que se fixe aujourd'hui la plus essentielle des fonctions scolaires et l'image de l'école en est bouleversée, car plus la fonction d'intégration sociale de l'école se renforce, plus l'école est menacée d'être perçue comme une machine à exclure. De ce point de vue, l'école est moins le creuset d'une culture commune que l'appareil chargé de distribuer les compétences. Alors le capital culturel des familles ne suffit plus à fonder
la réussite. Il doit être étayé par les compétences tactiques permettant de faire les choix les plus judicieux. Il importe d'opter pour le bon établissement, la bonne filière, les soutiens utiles. Les parents doivent devenir des experts de l'éducation. Les paradoxes de l'école de l'égalité des chances. Nous sommes trop souvent tentés de percevoir les mutations de l'école en termes de crise, alors qu'il nous faut porter un jugement beaucoup plus nuancé. Dans une large mesure, l'école a renforcé ses fonctions d'intégration sociale en intervenant dans des domaines où elle était peu présente. Elle distribue davantage de qualifications à des niveaux plus élevés et sa fonction d'intégration culturelle et nationale a cédé le pas à sa fonction d'intégration sociale via la formation du capital humain. En revanche, on attend beaucoup plus de l'école dans le domaine éducatif et l'école est beaucoup plus soucieuse de la personnalité de chacun, mais l'emprise croissante de l'école fait aussi sa faiblesse. De manière générale, les attentes à l'égard de l'école se sont renforcées, plus puissante et elle est aussi plus critiquée. Elle peut être accusée des échecs éducatifs et du chômage, comme du maintien des inégalités que l'on ne peut plus continuer d'attribuer directement au cloisonnement social de l'ancien système. L'école doit gérer ensemble des publics divers aux attentes multiples, souvent contradictoires, et la relation pédagogique s'en trouve sensiblement déréglée. La plupart des travaux de sociologie de l'éducation ont mis en évidence trois grands aspects de la seconde vague de massification amorcée au milieu des années 1980. Le premier d'entre eux est l'amélioration des performances générales du système, au plus loin des images catastrophiques qui se vont la une des médias. Toutefois, cette amélioration cesse d'être aussi évidente depuis que la vague de massification a atteint son étiage. On note aussi une démocratisation absolue, sensible dans la mesure où les classes populaires ont bénéficié de la massification, mais cette tendance n'est pas contradictoire avec un maintien, voire un creusement des inégalités, dès lors que les observations portent au niveau des filières et des établissements. Autrement dit, si la massification a renforcé la participation, elle n'a pas sensiblement accru l'égalité. Tous les travaux mettent en évidence les disparités et les écarts entre les diverses catégories sociales et entre les différents segments du système. Enfin, ces mêmes travaux montrent que l'école n'est pas le simple reflet de la société. Dès le collège, elle n'enregistre pas passivement les inégalités sociales, elle les creuse et les accentue la plupart du temps. Il existe des effets établissements, des effets enseignants qui se conjuguent aux capacités culturelles et stratégiques des familles en dépit de son homogénéité formelle. En se massifiant, le système scolaire s'est diversifié conformément à ces lois de l'évolution auxquelles on croyait quand Durkheim parlait de solidarité organique. L'individualisation et inégalité. Les tensions de l'expérience scolaire. Les tensions de l'expérience scolaire. L'école démocratique de masse érode l'ajustement des offres et des demandes scolaires que les autres modèles pouvaient établir grâce à une sélection située en amont des études. Aussi, les mécanismes de l'intégration scolaire se réalisent-ils moins à travers des processus d'apprentissage de rôle établis que dans la capacité des individus à construire des expériences. Dissocier les diverses dimensions de l'intégration scolaire doivent être définies et combinées par les acteurs eux-mêmes, comme nous l'avons vu précédemment, et pour employer un mot vague, la motivation des élèves devient un problème essentiel, car il faut qu'ils comprennent l'intérêt culturel et l'utilité sociale de leurs études, tout en maintenant une vie juvénile fortement valorisée.
Les tensions objectives du système se transforment en tensions subjectives de l'expérience individuelle. Le problème est exactement de même nature pour les enseignants qui ne peuvent plus compter sur un fort ajustement préalable des attentes et qui doivent engager de plus en plus nettement leur personnalité dans les relations pédagogiques afin de conquérir un public qui n'est plus, qui n'est plus acquis qui n'est plus acquis. Cela explique que le métier d'enseignant soit aussi souvent vécu comme épuisant, que la crainte de la violence soit latente et que le pessimisme des professeurs aille très au-delà de ce que suggère l'analyse objective des performances du système. Ainsi, à chaque début du cycle, une partie des élèves paraissent ne pas être à leur place. Selon les enseignants, ils ne devraient pas être en sixième, en seconde, en premier cycle universitaire. Ne pouvant plus être réduite en amont, l'hétérogénéité des élèves devient le problème pédagogique central et l'on ne cesse d'affirmer de manière incantatoire souvent que le maître doit offrir la même chose à tous tout en individualisant la pédagogie. On attend de l'école qu'elle réponde à une demande d'égalité et l'on souhaite à la fois qu'elle tienne compte des élèves comme autant de cas singuliers. À l'école, chacun doit être simultanément manager et thérapeute. Manager et thérapeute. Quelles inégalités? La massification scolaire n'a pas été associée à une réduction sensible des inégalités scolaires parce que en étendant son emprise, le système s'est diversifié et hiérarchisé. Les inégalités fondamentales opposent tout autant les titulaires des divers baccalauréats que les bacheliers aux non-bacheliers. Aux non-bacheliers, la capacité sociale des individus de s'orienter dans un système scolaire complexe devient un facteur important de différenciation des carrières. Les inégalités sociales ne cessent d'être creusées dans le cours même de la scolarité selon un processus de croissance géométrique multipliant les effets agrégés des petites différences dans les faits au-delà de l'homogénéité des règles administratives, des programmes et des obligations scolaires. Les établissements et les filières accroissent toujours les écarts. Tous les lycées et tous les collèges ne se valent pas et malgré les déclarations de principe, les acteurs concernés, familles, élèves, enseignants, directeurs d'établissements, contribuent à cette diversification du système, même même entre collèges, où il n'existe ni filière ni sélection intense, il se forme des disparités entre établissements. Les inégalités de performance ne sont pas les seules sur lesquelles on doit réfléchir. Le système scolaire ne distribue pas seulement des compétences, il hiérarchise aussi son emprise sur les élèves. L'analyse de la manière dont les acteurs construisent leurs expériences scolaires montre que l'intégration est d'autant plus forte que l'on est placé au sommet du système alors qu'elle faiblit considérablement à sa périphérie dès le collège. Comme nous l'avons vu plus haut, alors que certains élèves sont socialisés dans l'école, d'autres se socialisent surtout à côté de l'école et d'autres encore contre l'école. Dans ce dernier cas, la violence observée dans quelques établissements ne procède pas seulement d'une violence sociale, mais aussi d'un refus des catégories scolaires elles-mêmes, conduisant les élèves à s'envisager comme les responsables de leurs échecs. L'enseignement supérieur donne une image particulièrement tranchée de cette hiérarchie des capacités intégratrices de l'école. D'un côté se tiennent toutes les formations reposant sur une sélection préalable, grandes écoles, UT, instituts, etc., et qui sont en mesure de socialiser les élèves dans les cadres qu'elles définissent. À l'autre extrémité se tiennent les premiers cycles de masse, eux aussi sélectifs, mais dans lesquels les étudiants apparaissent comme des usagers distants de l'université, cette faible intégration étant d'ailleurs l'une des causes de leur échec. Au bout du compte, l'école démocratique de masse a opéré un transfert des mécanismes inégalitaires au sein même de l'école et au cœur même de l'expérience des individus. L'échec n'est plus toléré comme une expression du fatum, des dons,
ou des inégalités de classe. Il devient un scandale largement attribué à l'école, chargé de réduire les inégalités dont elle hérite. Même si l'école fonctionne mieux aujourd'hui qu'hier, elle ne peut que nous décevoir. De l'école de caste à l'école de l'égalité des chances, le système scolaire a changé de nature et sa manière de traiter les inégalités est passée d'une extériorité à une incorporation. Les diverses exclusions sociales ne sont plus des données extérieures qui affectent l'école, mais elles sont peu à peu reflétées et produites par l'école elle-même. Fatalement, plus l'école intériorise les problèmes sociaux, plus elle participe à leur construction. En ce sens, l'école est placée au centre de la contradiction des sociétés libérales contemporaines. D'une part, elle tend à assumer pleinement le postulat moderne de l'égalité fondamentale de tous les individus et bien souvent, les politiques scolaires s'efforcent d'assumer pleinement ce postulat. D'autre part, les sociétés libérales sont aussi des sociétés du mérite, des sociétés affirmant les vertus de la compétition juste et des inégalités équitables en fonction du mérite des individus. Autrement dit, l'école traite de façon égale des élèves qu'elle hiérarchise, qu'elle sélectionne et dont elle construit des inégalités. Évidemment, celles-ci ne sont pas sans lien avec la structure sociale, mais elles posent à l'école des problèmes de justice inédits, puisque ces mécanismes d'exclusion procèdent de sa vocation d'intégrer. إذن انتهي من هذه الحلقة. إذن في الحلقة القادمة إن شاء الله chapitre 4 mutation du système scolaire et violence à l'école. نبداو من chapitre 4 وإلا كان ممكن نقدروا peut-être نزيدوا الشابتر 5. السلام عليكم.